Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast qui s'exporte en Suisse, le temps d'un épisode un petit peu spécial. Salut, moi c'est Marie et ceci est My Body. Et moi c'est Anaïs et je suis très en forme puisque je viens de bouffer un petit guitariste à la pause déj, il était délicieux. Aujourd'hui, on enregistre un épisode un peu spécial, on vous l'a dit, puisqu'on est au NIF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel, qui a eu la gentillesse de nous inviter. On est ravis d'être avec vous pour cet enregistrement en public, avec des fans de films d'horreur, ma famille. Je suis très contente d'être avec vous. Puis Marie, désolée. On a voulu rester dans la thématique de notre dernière saison d'Amis, les films d'horreur, et pour l'occasion, j'en ai choisi un qui colle un petit peu avec l'un de tes genres de prédilection aussi, Marie, le teen movie. Tout à fait. On a regardé donc Jennifer's Body avant de venir à Neuchâtel pour en parler aujourd'hui avec vous. D'ailleurs, avant de voir le film, comme le veut la tradition d'Amis, je t'ai demandé, Marie, ce que tu savais du film ou pas. Pas grand-chose. On va entendre ce que tu m'as dit. Qu'est-ce que tu sais de Jennifer's Body ? C'est un film avec Megan Fox. C'est un film d'horreur. C'est un film adolescent aussi, de ce que tu m'avais dit. Et c'est un film que les féministes qui aiment les films d'horreur aiment bien. Ok. Et j'imagine que c'est sur le corps de Jennifer. Voilà, je n'en sais pas plus. Je vais te montrer l'affiche. Alors, c'est Megan Fox qui est en petite jupe d'écolière avec des hauts talons. Elle est assise sur un pupitre d'écolier et il y a une main ensanglantée qui dépasse du pupitre. Donc, j'imagine qu'elle a tué quelqu'un et elle a essayé de cacher le corps dans ce petit pupitre. Et j'ai l'impression, j'arrive pas à zoomer, mais qu'elle a du sang qui dégouline. Donc, peut-être qu'elle est vampire ou quelque chose comme ça. Ça te donne envie ? Ouais, grave. Mais moi, j'adore les films, les teen movies, donc... Allez, c'est parti alors. Le film est sorti en 2009, donc pour les personnes qui ne le connaissaient pas, il a été réalisé par Karyn Kusama, écrit par Diablo Cody, et il est avec Megan Fox et un tas d'autres personnes dont on va reparler. Est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes, Marie ? Bien sûr. C'est l'histoire d'une lycéenne qui s'appelle Jennifer et de sa quête pour avoir une super belle peau et des super beaux cheveux. Sauf qu'au lieu de faire une cure de Roaccutane, elle bouffe des lycéens. Voilà. Elle a aussi une meilleure amie qui s'appelle Needy et qui est pas trop raccord avec ses méthodes et donc qui essaie de la combattre. Et c'est un peu toute l'évolution du film. Voilà. Je me demande ce qui a le plus d'effets secondaires entre le Roaccutane et le fait de manger les garçons du lycée. Je pense le Roaccutane, très clairement. C'est ça. Je me souviens qu'il y avait une liste très très longue. Ça faisait partie de nos conversations de lycée. Bizarrement, tu t'es beaucoup identifiée à Jennifer. Je le sens déjà dans la manière dont sur juste dont un élément. On dirait moi quand j'étais anémiée. Il fallait que je prenne du tardiféron. Sauf qu'elle, il faut qu'elle tue des hommes. C'est mieux. Je sais pas si c'est mieux. Il y a moins de conséquences quand même sur le long terme. Ouais. Mais... En tout cas, déjà, on est sur une thématique très médicale. Vous l'aurez remarqué, on est au point sur tous les cachets à prendre quand on est adolescent. Si jamais vous avez besoin de conseils, on est là. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de Jennifer's Body ? Alors, je l'ai vu 2 fois. Je pense que la première fois, j'ai été un petit peu déçue parce que, comme je suis une grande fan des teen movies en général, je m'attendais à être très facilement conquise. Et j'ai trouvé qu'il y avait plein de qualités, parce que je trouvais qu'il y avait plein d'idées qui étaient vraiment cool, que les répliques étaient vraiment bien écrites. Mais j'avoue que sur le côté horreur, ça m'a pas vraiment fait peur. Il y a juste une petite scène qui avait un peu de suspense, mais sinon, j'étais pas vraiment tenue en haleine. Après, t'as eu peur devant quasiment aucun des films d'horreur que je t'ai montrés depuis des mois et des mois, donc il faut quand même préciser que Marie n'a peur de rien. C'est pas vrai, j'ai eu peur devant Conjuring ou d'autres films. Là, il y avait vraiment... Je trouvais que ça manquait un petit peu de suspense, quoi. Et je trouve que le film est plein de promesses et qui délivre pas forcément toujours sur ses promesses, mais qu'en même temps, il y a plein de qualités assez cool, quoi. Alors, comme il y a pas mal de monde ici qui n'a pas vu le film, on va quand même vous expliquer un petit peu ce qui se passe dedans. Il y a 2 personnages principaux, 2 personnages féminins. Le premier, tu l'as dit, c'est Needy. C'est son surnom. Needy, qui est jouée par Amanda Seyfried. Moi, je savais pas qu'elle jouait dans ce film, donc j'étais très agréablement surprise. Qui joue aussi dans Mamma Mia 2. Voilà, et dans Mamma Mia 1 aussi, Anaïs. Elle n'a vu aucun des deux. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Amanda Seyfried, si vous voyez qui c'est, vous voyez qu'elle est très belle, mais dans ce film, elle a des lunettes, donc forcément, c'est la mimoche de Megan Fox. Et la mimoche est un peu dorky, quoi, alors qu'elle est magnifique.
Oui, on sent qu'elle est beaucoup plus coincée que Jennifer. En même temps, c'est pas très difficile, j'ai envie de te dire. C'est clair. Même si elle a quand même un petit ami avec lequel... c'est ça qui est appréciable, c'est qu'ils l'ont pas non plus catégorisée dans vraiment une loser. Enfin, c'est pas une bisu, quoi. C'est juste une meuf normale. Oui, elle est assez sociable. Elle étudie bien à l'école, mais en même temps, voilà, elle aime bien faire la fête. Elle a une mère assez absente, mais globalement, dans ce film, les parents sont pas hyper au point. Mais ça, c'est vrai que c'est un gros cliché aussi des teen movies, que moi j'aime bien. Et donc après, on a Jennifer, qui donne son titre au film, même si on se rend compte en fait assez rapidement que c'est plutôt Needy qui va être l'héroïne principale. C'est la narratrice Needy, mais Jennifer, c'est le personnage le plus important au niveau de l'intrigue. C'est une femme de 35 ans qui est toujours au lycée, qui à côté fait la couve de magazines comme Maxime ou des choses comme ça, mais qui est une lycéenne visiblement aussi. Dans l'intrigue, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas du tout le cas. C'est censé être une lycéenne normale, mais juste très mignonne. Mais elle est jouée par Megan Fox, qui dedans, je pense, a 28 ans à peu près. Donc c'est vrai que ça surprend un peu. Oui, je pense qu'elle était peut-être un petit peu plus jeune que ça, mais effectivement, oui, ça aussi, c'est un truc qu'on retrouve quand même assez souvent dans les comédies ados. On a des acteurs clairement très matures pour jouer des lycéens. En même temps, vu ce qu'on leur fait faire dans certaines comédies ados, il vaut mieux que ce soit des personnes majeures qui jouent ça, mais c'est vrai que là, elle fait vraiment... Enfin, on a du mal à avaler le fait qu'elle soit lycéenne quand même. Ouais. Et on a des looks très 2009. C'est assez catastrophique quand on le revoit aujourd'hui. Tu as même dit, quand on le regardait, que c'était ça le vrai film d'horreur, que c'était le choix des tenues des personnages. Mais c'est vrai qu'on a l'esthétique en fait très Britney, Christina. À un moment, il y a le copain de Needy qui lui fait remarquer que son pantalon est tellement bas qu'il peut voir her front butt crack ou un truc comme ça. Front butt. Ouais, front butt. Donc c'est fesses du devant. Voilà. C'est l'esthétique qui revient à la mode en ce moment, hein, malheureusement. Mais l'esthétique des années 2000, personnellement, je suis traumatisée, donc j'ai pas besoin de voir ça. Mais c'est... Ouais, non, c'est ça. On a des superpositions de couleurs, de textiles, de dentelles violettes. Vraiment, il y a pas grand-chose qui va. Non. Mais honnêtement, moi, je trouve que ça ajoute un petit charme au film. C'est-à-dire que plus j'avance dans le temps et plus je le revois... C'est vintage, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, ça rajoute un côté limite camp au film, de voir la manière dont les deux héroïnes sont habillées. Et puis, il y a beaucoup de thématiques dans Jennifer's Body. On va essayer d'en parler, mais un des éléments centraux de l'intrigue, c'est l'histoire d'amitié entre Jennifer et Needy. Déjà, le fait qu'une des deux est surnommée Needy, donc en manque ou en besoin. En besoin d'affection, un peu. Voilà, indique déjà un petit peu la dynamique qu'il y a entre ces deux personnages. Comment tu qualifierais la relation entre Jennifer et Needy ? Ce qui est intéressant, je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants du film, c'est ce qui montre de l'amitié féminine au lycée, c'est-à-dire que c'est une amitié très fusionnelle, où elles se partagent tout, elles se disent tout, mais en même temps, on sent qu'il y a vraiment énormément de rivalité. Il y en a une qui a l'ascendant sur l'autre. Qui est Jennifer. Oui, qui est Jennifer, évidemment, et qui a des dynamiques qui sont assez toxiques, tout en ayant une grande confiance l'une en l'autre. Enfin, on sent que c'est les confidentes principales l'une de l'autre, qu'en même temps... Elles veulent se faire du mal, mais elles veulent pas vraiment se faire du mal. Il y a même un aspect surnaturel. Elles sont liées par un collier BIFs, mais en fait c'est BFF, quoi, qui les lie un peu où elles se sentent quand l'autre va mal ou des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est vrai que ça reflète quand même pas mal des dynamiques qu'on peut vivre au lycée avec sa meilleure amie. En fait, c'est des amis d'enfance et il y a des flashbacks qui les montrent littéralement dans le bac à sable. Et à un moment, Jennifer se coupe le doigt ou quelque chose comme ça. Et Needy lui prend le doigt et lui suce pour la guérir, entre guillemets. Et on comprend un petit peu que c'est peut-être ça aussi qui a créé cette espèce de lien surnaturel entre elles. Ah, j'avais pas compris ça. Parce qu'il en faut peu pour créer un lien surnaturel. Ouais, c'est ça. Généralement, c'est plutôt le tétanos, en fait. Mais dans ce film-là, ça a créé une amitié hyper forte. Et en fait, il y a tout au début du film, à un moment, il y a Needy qui est avec son petit ami Chip et elle sent l'arrivée de Jennifer avant que Jennifer arrive et sonne à sa porte. Donc, on comprend tout de suite qu'en fait, elle capte sa présence de manière hyper viscérale et ça sera important après, plus tard dans le film. Et ça va jouer aussi beaucoup sur cette relation d'amitié très intense et aussi un petit peu malsaine puisqu'il y a ce moment où Needy, qui fait la voix off, dit que Jennifer lui a demandé de s'habiller de manière cool pour une soirée qu'elles vont passer toutes les deux. Et elle dit en fait cool, quand Jennifer dit cool, ça veut dire qu'il ne faut pas que je sois habillée comme une énorme loser, mais il ne faut pas non plus que je la dépasse en termes de beauté et d'attirance physique ou de style. Et ça, il ne faut pas que je montre mes seins, enfin il ne faut pas que je mette de décolleté parce que les seins, c'est son domaine, précaré, voilà, son territoire. Et donc ça, en fait, moi je trouve que c'est très malin, c'est juste une réplique, mais c'est vrai que je pense qu'on peut assez bien voir tout de suite le genre d'amitié féminine qu'on peut connaître au collège ou au lycée avec ces rivalités très puissantes. Et aussi avec parfois des amis qui grandissent pas
fois à la même vitesse, où en fait il y en a une qui va être plus sexualisée plus tôt, parfois pas toujours pour les bonnes raisons, mais qui va tout de suite essayer d'utiliser beaucoup plus son sex appeal, alors qu'il y en a une qui est encore plus coincée dans la partie enfance de l'adolescence. Et là, c'est exactement ce que représente le film, et je trouve qu'il le fait assez bien. Mais il n'y a pas qu'une histoire d'amitié entre Needy et Jennifer. Non. Et c'est aussi pour ça que ce film est apprécié par certaines fans de films d'horreur qui sont queer et féministes. Parce qu'en fait, il y a un élément d'homo-érotisme très, très fort entre les deux, dès le départ. Enfin, tu sens que Needy aime bien son mec parce qu'elle lui sourit un peu de façon gaga, mais quand ils couchent ensemble pour la première fois, bon, il y a un aspect surnaturel où elle commence à flipper. Mais moi, j'ai pris ça pour une métaphore aussi. Elle n'a pas envie d'être là, quoi. Bah, alors que quand elle est avec Jennifer, il y a une tension sexuelle qui est palpable et il y a une scène de baiser qui est la scène la plus sensuelle et érotique de tout le film. Alors que c'est un film où les deux personnages féminins sont objectifiés par moments, où il y a des rapports avec des hommes, des choses comme ça, mais on sent qu'entre elles deux, il y a quand même quelque chose de différent, quoi. Surtout de la part de Needy, on sent une fascination un petit peu dévorante envers Jennifer dès le début du film. Et d'ailleurs, il y a un moment où, quand on les rencontre, il y a Jennifer qui est pom-pom girl, qui est dans le gymnase, et Needy lui fait coucou comme ça, et il y a une de leurs camarades de classe qui lui dit « mais t'es totalement lesbi-gay ». Et c'est vrai qu'en fait, tout le monde capte autour d'elle qu'il y a quelque chose qui va quand même au-delà de l'amitié. Et ça aussi, je pense que en fait, ça explique pourquoi plein de meufs ont aimé ce film très tôt, parce que c'est une dynamique qu'on peut retrouver souvent au collège et au lycée, quand on n'est pas encore out ou quand on ne s'est pas encore trop posé la question de son attirance sexuelle, mais qu'on a peut-être une copine qu'on aime un peu plus que comme une simple amie. Et alors que Jennifer, elle, on sent qu'elle est quand même aussi attirée par les garçons, on sent qu'elle est plus bi en fait. Jennifer, ce qu'on sent, c'est qu'elle a juste envie de plaire, quoi. Enfin, Jennifer, elle est attirée par elle-même et elle a envie de dominer le monde autour d'elle. Elle n'est pas du tout dans un rapport, je pense, vraiment de désir et de séduction par rapport. Elle est dans un rapport de séduction, mais pas. On sent pas de désir par rapport aux gens autour. Alors il y a quand même une scène, moi, que j'aime beaucoup, c'est quand elle rencontre le chanteur joué par Adam Brody, sa transformation, ouais. Voilà, où elle lui serre la main et en fait, elle a une espèce de petit gloussement d'excitation sexuelle pour lui, et ça m'a beaucoup fait rire. Quand on la voit au début, elle est très sexualisée et c'est vraiment une bimbo, quoi, alors qu'elle est lycéenne. Et dans cette scène, on voit la lycéenne qui ressort, c'est-à-dire qu'elle a un côté, elle glousse, elle minaude, elle est hyper intimidée, elle a envie de le séduire, et donc elle joue pas mal sur ce côté un peu innocent encore dans la séduction, alors qu'après, dans le reste du film, c'est complètement inversé parce qu'elle devient prédatrice, littéralement. Et donc, il n'y a plus cet aspect dans sa personnalité. On va entendre tes réactions face à la lesbianitude de plus en plus évidente de certains personnages du film. Ça m'a beaucoup fait rire. Non, mais elle est juste lesbienne, elle a pas envie d'être là, en fait. Enfin, ah bah ouais, c'est plus sympa que Chip, hein. C'est clair. Oui, parce qu'il faut dire que Chip, son copain, en plus, il sort un diffuseur Airwick avant de coucher avec Jennifer. Donc déjà, on sent que... Avec Needy. Needy, ouais, pardon. Il met pas vraiment toutes les chances de son côté. Et puis, il utilise des capotes orange. Qui sont censées lui procurer plus de plaisir. Voilà, c'est ça. Et il est très, très drôle. Et à un moment, justement, elle est en train de penser à Jennifer pendant qu'elle couche avec Chip. Donc déjà, là, on commence à avoir un indice. C'est l'extrait qu'on vient d'entendre. Et donc, elle est en train de crier un petit peu, et il la regarde comme ça avec un grand sourire et lui dit « mais est-ce que c'est parce que je suis trop grand ? I'm too big ?» Et c'est vraiment, ça fait de la peine pour lui, en fait, le pauvre Chip, il comprend pas ce qui est en train de se passer. Mais bon, voilà, ça arrive. Il y a d'autres acteurs assez connus dans le casting. Oui, j'étais très surprise. Bah ouais, puisque j'avais fait exprès de ne rien te dire et même de te montrer une affiche sur laquelle il n'y avait pas le nom des autres acteurs. Et tu as pas mal réagi, puisqu'il y en a beaucoup, surtout chez les mecs. On va t'entendre, c'était une succession de surprises tout au fil du film. Ah, c'est Chris Pratt. Ah, mais putain, mais c'est pas possible. Mais c'est trop bien, cette Cohen, quoi. Ouais. Je le connais, lui aussi. J.K. Simmons. Oh putain. Voilà, alors elle n'était pas toujours très au point sur les noms. Je reconnaissais les visages. Voilà, sur les têtes, on y était. Donc effectivement, la première grosse surprise, c'était Chris Pratt. Chris Pratt, donc, qui est dans... Bon, tout le monde le connaît dans Gardiens de la Galaxie et tout ça aujourd'hui, mais c'est aussi, il est dans Jurassic Park aussi, les nouveaux Jurassic Park, donc c'est devenu une énorme star de blockbuster. J'avoue que moi, cette nouvelle phase de sa carrière me plaît un peu moins, mais c'était surtout Andy Dwyer dans Parks and Recreation, qui est, je pense, ma sitcom préférée, je pense la tienne aussi.
Et il est excellent dedans. Et là, c'était avant Parks and Rec. Donc, il est très mignon. Il dure pas longtemps. Il meurt dans l'incendie, je pense. Mais Oui, c'est ça. Et en plus, il joue un flic ou quelqu'un qui est en train de s'entraîner, d'apprendre à être flic. Oui. Comment on dit? un apprenti flic. Un apprenti flic, voilà. Et ce qui est marrant, puisque dans Parks and Rec, après, une partie de son personnage, c'est Burt McLean, je crois. Burt McLean, non, voilà, ouais. Où il fait semblant d'être policier et il a un peu un jeu de rôle qu'il reprend à chaque fois, mais il le fait très très mal. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà un côté méta avant l'heure. Il y a aussi Adam Brody. Donc c'est quand je dis Seth Cohen, c'est Adam Brody, c'est le personnage joué par Adam Brody dans The aussi, Newport Beach. Adam Brody qui n'a pas trop une énorme carrière depuis. Un petit peu en comédie et en horreur, oui. il s'est plutôt dirigé récemment dans des comédies romantiques ou des choses comme ça, mais qui dedans joue le chanteur, le lead du groupe de rock qui est très important dans le film, et il est ridicule. Ouais. Il porte du col parce qu'il est sombre et émo, et c'est un enfoiré dedans, mais il joue très bien. Ouais, c'était surprenant de voir Seth Cohen dans ce rôle-là, mais voilà. Il a joué récemment dans comment ça s'appelle, Anatomie d'un divorce, où il joue aussi un vrai. mec qui a un rôle de connard un petit peu, mais qui après gagne un petit peu en complexité. Mais ouais, là je le trouve parfait dans ce rôle, et c'est la partie la plus satirique, je pense, du film. C'est avec ce mec qui a très clairement une seule envie, c'est d'abuser des fans de ses concerts, et il le fait très très bien et de manière très amusante, je trouve. Pas les abuser, jouer oui, sur non, bien sûr. Il y a aussi Amy Sedaris qui joue la mère de Amanda Seyfried. Oui, j'ai eu un moment où j'étais là, mais c'est Amy Sedaris, c'était là, non, je crois pas. Et en fait, si, c'est Amy Sedaris qui avait une émission de télé aux États-Unis, qui a joué dans plein de trucs, qui est la sœur de David Sedaris, si vous connaissez l'écrivain. Et c'est la meilleure amie de Justin Theroux, voilà. Enfin, en vrai, je saurais même pas te dire dans quoi elle joue, mais je connais toute sa vie. Ouais, voilà, tu connais vraiment toute sa life. Il y a aussi J.K. Simmons qui joue un prof remplaçant, puisqu'il y a une prof d'espagnol, je crois, qui est morte dans l'incendie de la salle de concert au début du film. Et donc, il vient la remplacer, et il est assez rigolo, il est un petit peu à l'ouest. Ouais, J.K. Simmons qui jouait dans Whiplash et dans plein d'autres trucs. Voilà, qui est un assez grand acteur. Et enfin, il y a Kyle Gallner. Alors, son nom vous dira peut-être pas grand-chose, mais il joue un des rôles les plus importants de la première saison de Véronica Mars. Il joue un mec qui est un petit peu bisu, qui est le petit frère d'un mec très populaire dans Véronica Mars, et qui en fait a une importance de plus en plus importante. Voilà, une importance de plus en plus forte dans l'intrigue. Je ne veux pas en dire plus. Si vous n'avez pas encore vu Véronica Mars, courez immédiatement à la fin de ce podcast et allez regarder cette excellente série. On va détailler un petit peu les scènes les plus marquantes du film, encore une fois pour les personnes qui ne l'auraient pas vu. Et il y a cette fameuse scène de concert. Moi, c'est une de mes préférées parce que je trouve que c'est une des plus drôles. Donc, il y a Jennifer et Needy qui arrivent à ce concert, habillés... Alors, c'est un concert. C'est dans un bar un peu pourri de leur ville. Ouais, c'est un peu comme le bronze dans Buffy, oui, c'est ça. ou d'ailleurs dans Newport Beach. Il y a toujours qu'un seul bar. Et on ne sait pas pourquoi il y a des groupes de rock qui sont assez considérés comme très populaires, qui viennent dans ces bleds paumés. Et là, c'est un petit peu ça. Jennifer, tout de suite, son objectif, c'est de se taper au moins le chanteur, pas le bassiste. On nous dit clairement, c'est pas trop son truc. Il faut vraiment que ce soit le plus important du groupe. Et on sent tout de suite que ça peut le faire, puisque lui est aussi en recherche de quelque chose. Il est en recherche d'une vierge. Il dit qu'il a grandi dans des petites villes de ce genre et qu'il connaît les meufs du genre de Jennifer qui se la jouent un peu sexy et tout ça, mais qui au fond n'ont jamais rien fait. Donc il est persuadé qu'elle est vierge. Il se trompe grandement. Grandement. Elle lui dit même je suis même plus vierge de derrière. C'est assez rigolo, ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup le personnage de Jennifer. Elle est très en confiance avec sa sexualité. Mais ce qui est marrant, c'est que oui, en fait, on va le découvrir plus tard. Il cherche une vierge pour une raison très spécifique. Pour un rituel satanique. Voilà, et ça, c'est encore un commentaire sur beaucoup de teen shows et juste sur la vie adolescente en général, où il y a plein de mecs qui vont chercher des meufs un petit peu faciles à convaincre, on va dire, ou à draguer. Et lui, il pense que ça va être ça, et ça va se retourner un petit peu contre lui. Et ce que vous ne savez peut-être pas, si vous n'avez pas trop écouté Ami, c'est que Marie est très forte pour les prédictions. Dans notre saison 2 sur Twin Peaks, elle a capté toute l'intrigue à l'avance. J'étais un petit peu dégoûtée. Et là, encore une fois, pendant cette scène de concert... C'était moins compliqué que Twin Peaks, là, quand même. Certes, c'était un petit peu moins complexe sur l'intrigue, mais elle a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose avec ce désir très fort de trouver une vierge. On va entendre la prédiction que tu as faite à ce moment-là. Ouais, mais eux, il sait pas qu'ils veulent coucher avec elle, ils veulent faire un autre truc. Ils cherchent une vierge. Ouais.
Moi, c'est pour un sacrifice. Normalement, c'est pour ça, les gars. C'est pour faire venir un démon ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est comme ça que tu les utilises, toi, quand tu trouves des vierges, c'est pour un sacrifice. Bah écoute, c'est bien connu. En tout cas, j'ai assez vu de films et de séries. Je sais pas. Quand tu es sataniste, il te faut des vierges. Tout à fait. On a pas mal saigné les trucs de... Alors, peut-être pas le bon mot à utiliser, mais on a pas mal regardé d'œuvres de fiction sur la sorcellerie, Buffy et compagnie. Donc, c'est vrai que c'est un cliché qui revient assez souvent. Oui, c'est la base. Donc, effectivement, on y reviendra plus tard, mais c'était pour cette raison qu'il cherchait oui, et en fait, il y a un moment dans le concert où elle est comme hypnotisée par sa chanson pourrie. Et en fait, d'un coup, il y a tout qui commence à brûler. Et c'est comme si... on a l'impression que c'est quelque chose de surnaturel aussi. C'est-à-dire que tout le bar commence à s'embraser. Et donc, elle parvienne à s'échapper. Mais il y a plein de gens qui sont tués dans l'incendie du bar. Et en fait... elle se retrouve sur le parking et on voit que Jennifer est quand même pas là, elle est pas très présente, on voit qu'elle a quand même été un peu envoûtée. Après, elle a bu beaucoup d'alcool aussi. Oui, c'est vrai. Et il y a le chanteur, c'est vrai, c'est peut-être pas surnaturel. Il y a le chanteur qui arrive et qui lui dit « Viens dans mon van, tu seras plus en sécurité ». Et il embarque dans le van et Needy ne bouge pas et la laisse partir dans le van tout en comprenant qu'il va se passer un truc qui est pas super. Et donc, cet incident assez dramatique va tuer beaucoup de personnes de la ville. Et déjà, c'est pas une très grande ville. Donc, le lendemain, Jennifer lui dit, mais il y avait des gens qu'on connaissait qui sont morts. Et Needy lui dit, mais on connaît tout le monde. En fait, il y a 25 personnes dans cette ville. Et donc, ce qui se passe, c'est que Jennifer revient après avoir été enlevée dans ce van. Et elle revient dans une scène assez mémorable, qui est peut-être ta scène préférée, ou en tout cas celle qui t'a le plus fait réagir. Ne parle pas pour moi, voyons. Non, c'est celle qui était la plus effrayante, où je me suis dit, tiens, ça se réveille au niveau horreur, parce que, en fait, Needy est seule chez elle, parce que sa mère n'est pas là, évidemment, et elle entend du bruit, et c'est Jennifer qui revient et qui est couverte de sang, et qui a l'air très menaçante en fait, et qui a très faim, mais en même temps ne sait pas trop quoi manger, et qui commence à vomir des trucs dégueulasses. Enfin bon, bref, toute la scène est assez... Il y a pas mal de suspense, donc c'est assez cool, et surtout, il y a... Le suspense, c'est pas mal quand Needy est toute seule, et qu'elle entend des bruits, et qu'elle sait pas où c'est, elle commence à ouvrir la porte de la cave, ou des choses comme ça, donc bon, c'est des choses qu'on a déjà vues dans plein de films, mais qui fonctionnent. Ouais, bah c'est la partie la plus conventionnellement horrifique du film. Et je me doutais avant même de te le montrer que tu n'allais pas trouver ça très flippant parce que c'est pas un film flippant. Mais je trouve que là, on sent quand même justement Karyn Kusama qui depuis a refait d'autres films d'horreur, tout ça. Elle maîtrise quand même très bien visuellement la montée en tension. Et on va l'entendre. Tu flippais un petit peu quand même. So straight. Oh. Maybe I'm going crazy. Look up my later. Non. Non. Mais pourquoi ils font ça à chaque fois? Elle va fermer, il va être derrière. Oh non. Non. Ah! Ça m'énerve. Elle a pas de parents? Oh là 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 là. J'aime bien parce qu'on passe tout de suite de l'anxiété à la colère chez toi. Tu t'énerves souvent sur les films qui te font peur. Bah après, parce que bon, pourquoi elle ouvre la porte de la cave? En fait, je comprends pas, t'entends un bruit, tu vas pas dans la cave le soir toute seule. Mais tu vas où? Bah tu vas dans ton lit et t'appelles les secours. Je sais pas, on n'est vraiment pas d'accord avec Marie sur les techniques pour se rassurer. Moi, je suis plutôt du genre à vérifier effectivement chaque pièce. Ça va pas, mais moi je vais pas dans la cave, mais jamais, même parce que même s'il y a pas quelqu'un, il y a sûrement une souris ou un truc comme ça. J'ai pas envie de voir ça. Moi, je préfère être dans le déni et ne pas explorer toutes les possibilités. Je préfère m'enfermer et attendre que quelqu'un arrive. Ou bien, bah non, mais enfin, ou bien je vais chez le voisin, tu vois, que je connais ou un truc comme ça. Voilà. En tout cas, cette scène a très bien fonctionné. Et juste après, donc Jennifer arrive. Elle est, comme tu l'as dit, couverte de sang. Elle a un sourire très menaçant. Et je trouve que Megan Fox est très, très bonne dans cette scène. Et le maquillage est très, très bien. Et elle commence à vider le frigo de cette pauvre Needy, qui est vraiment l'amie qui se fait bisuter quand même de bout en bout. Elle bouffe son poulet rôti. C'est ça. Et tout de suite, après avoir bouffé par terre son poulet rôti, elle se met à vomir. Et alors ça, je savais que tu allais adorer, puisque les scènes de vomi dans les films d'horreur, c'est toujours un truc qui te fait réagir de manière assez forte. Bah, je déteste ça. Je crois que c'est le pire truc. Donc Mais en même temps, là, il y a une référence très claire à l'exorciste avec le côté un peu jet, projectile de vomi. Sauf que là, c'est noir, c'est visqueux. Je crois que c'était vert.
Non, Ou bleu. non. Bleu, c'est dans Evil Dead. Vert, c'est dans L'Exorciste. D'accord. Là, c'est vraiment noir. Il y a un côté un peu pétrole, en fait, mazout, quoi. Et avec des espèces de poils qui sortent à un moment, enfin comme si le vomi prenait vie. On Sympa, va, hein. on va Ça vous donne l'entendre. envie de regarder. Hein. Vous entendrez déjà les effets sonores qui sont très bien faits, et puis la réaction de Marie qui est très appropriée. Ah Ah Mais c'est horrible. Mais quoi? Moi, j'avoue que j'aime beaucoup, et je trouve que rien que le son est... Enfin, je sais pas ce que Évocateur. vous en pensez sans avoir vu le film, mais voilà. Là, c'est bon, on vous a dégoûté, vous allez jamais le voir. Voilà, vous êtes team Marie, en fait. Hein. Et donc, une fois qu'il y a eu toute cette séquence vomi, alors déjà, il y a un moment où Jennifer se rapproche de Needy et elle lui murmure un truc à l'oreille, elle lui dit « Est-ce que t'as peur ?» Donc déjà, l'homoérotisme commence à ce moment-là. Oui, et puis elle commence à lui mordre le cou aussi. Ouais, c'est honnêtement un peu sexy. Ouais, sauf qu'elle est couverte de vomi, donc excuse-moi, j'ai pas trouvé ça hyper sexy C'est à ça. ce moment-là. Mais Et puis Needy a vraiment peur, en fait, elle est là, bah oui, j'ai vraiment très peur. Tu as mangé mon poulet rôti et ensuite tu m'as vomi du noir dans la tronche, donc Et tu es honnêtement, je suis couverte pas de sang. rassurée. Voilà, c'est un peu chelou. ouais, mais du coup, là, Jennifer, on se rend compte que c'est une bonne amie. Elle le dira même plus tard. Elle a dit bon, je me suis dit, je vais pas la tuer quand même. Et du coup, elle part et elle va tuer quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et le lendemain, elle tue encore quelqu'un d'autre. Là, bon, on va résumer le reste du film, mais en gros, à chaque fois, elle trouve un mec et elle le bouffe. C'est ça. Et C'est souvent, simple. souvent, elle l'emmène dans un endroit isolé comme la forêt et tous les animaux se regroupent pour regarder la scène. Ça, j'aime bien, c'est sympa. Et elle se transforme en une espèce de monstre vampire et elle le mange. Et après, elle a une super belle peau, des super beaux cheveux, elle est magnifique. Et en fait, quand elle passe trop de temps sans manger un lycéen, et ben, ses cheveux deviennent ternes et plats, sa peau, elle a des boutons et elle devient une lycéenne normale selon ses propres termes. Ouais, et c'est donc, ça. il faut qu'elle mange à nouveau, quoi. Donc en fait, elle est un petit peu obligée, hein. C'est un régime Bah, qui ouais, lui a moi, je été comprends. imposé. Voilà, je pense qu'on peut même y voir une métaphore. C'est sur, comme mon soin de la peau en 3 étapes tous les soirs. Si je le fais pas, elle, c'est bouffer des hommes. Exactement, sauf que là, tu peux pas le trouver dans tous les magazines de l'époque qui nous envoyaient plein d'injonctions sur ce qu'on devait ou ne devait pas manger pour avoir une belle peau. Elle doit juste manger des hommes. Ouais. Alors, je voulais quand même revenir sur la manière dont le film a été accueilli à sa sortie. Il n'a pas été très bien reçu. Ça a même fait un petit flop. Et surtout au niveau de la critique, en fait, il y avait assez peu de personnes qui trouvaient que le film était bien. Et c'est en partie à cause des attentes qui avaient été bâties autour du film. Il faut dire que déjà, Diablo Cody, qui est donc la scénariste du film, venait de gagner un Oscar pour son tout premier scénario, qui était le scénario de Juno. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Mais voilà, c'était assez exceptionnel. C'était une jeune femme qui venait de se lancer dans l'écriture, qui a tout de suite gagné un Oscar. Et donc, on l'attendait un petit peu au tournant, comme souvent quand des femmes ont une carrière assez fulgurante comme ça. Et au même moment, il y avait Megan Fox qui, elle, venait de faire Transformers. Et donc, si vous tapez Male Gaze sur Google, le premier exemple qu'on va vous donner, je pense, c'est Megan Fox dans Transformers, qui est filmée vraiment de la tête aux pieds, de manière très objectifiante, très dérangeante. Et donc, tout de suite, elle a été cataloguée comme un sex symbole au cinéma et quelqu'un qui ne savait pas particulièrement bien jouer la comédie, qui était juste là pour être maté dans les films et pour être mise à poil et pour faire plaisir aux spectateurs masculins. Et donc, je pense que tout ça a fait que la manière dont le film a été perçu à sa sortie était très axée là-dessus. Tout le monde s'attendait à ce que Megan Fox soit juste un objet sexuel dans le film, sans qu'il y ait forcément un commentaire là-dessus. Alors que vous l'avez compris depuis qu'on parle du film, très clairement, c'est une mangeuse d'hommes, littéralement, donc il y a quelque chose de très subversif là-dessus. Et puis, une des grosses critiques qui était faite au film quand il est sorti, c'était sur l'écriture, justement, de Diablo Cody. C'est vrai que dans Juno, il y a aussi un truc très, très écrit, avec beaucoup de répliques, de one-liners. Et là, en fait, ça paraissait un petit peu artificiel aux critiques qui ont vu le film à sa sortie, qui disaient que c'était une écriture qui avait un peu trop conscience d'elle-même, qui en faisait des caisses et qui n'avait pas du tout un côté naturaliste. Et puis, il y a même eu une critique qui a dit « c'est pas drôle et c'est pas sexy parce que les filles n'enlèvent pas leurs vêtements dans le film ». Donc, pour vous donner quand même un petit peu le niveau d'attente qu'il y avait par rapport à ce film, il y avait aussi cette affiche marketing avec Megan Fox à moitié à poil, en tenue d'écolière, hyper sexy, sur un pupitre. Et je pense qu'avec plein de comédies comme American Pie, beaucoup de teen comédies américaines, il y avait une attente de la part d'une certaine partie du public qui voulait en fait une teen
comédie un peu trash, un peu grivoise, avec beaucoup de sexe. Il avait aussi été teasé qu'il y aurait un baiser entre Megan Fox et Amanda Seyfried, et donc je pense que les gens s'attendaient encore une fois que ce soit quelque chose vraiment fait pour le regard masculin. Or, c'est pas trop le cas dans la scène. Enfin, moi, en tout cas, Non. Enfin, par rapport à, je sais pas, La vie d'Adèle, par exemple, qui a été quand même assez conçue comme une vision très masculine du sexe entre femmes. Là, je trouve que c'est pas trop le cas. Et donc, il y a eu une déception de la part d'un certain public masculin. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous en avez entendu parler depuis de ce film, depuis quelques années, il a été totalement réévalué et on le décrit beaucoup plus souvent comme un film culte féministe qui était très en avance sur son temps. Et d'ailleurs, il a déjà été montré ici plusieurs fois. On n'est pas les premières à parler de Jennifer's Body au NIF. C'est vraiment devenu quelque chose qui revient très souvent dans les conversations de fans féministes de films d'horreur. Parce que y a un discours sur la sexualité féminine, sur le désir féminin. Tu parlais du moment où toute la salle de concert s'embrase. Et à ce moment-là, on voit Jennifer qui est en train de fixer le chanteur. Et moi, je le vois vraiment comme ça, comme un truc où elle a un désir sexuel tellement fort à ce moment-là que la salle prend feu. Donc, je trouve qu'il y a quand même plein de choses, effectivement, qui sont très intéressantes dans le film. Et maintenant que on a une réflexion un petit peu plus importante sur la manière dont on objectifie les femmes au cinéma. Depuis MeToo, vous vous en êtes sans doute rendu compte, on n'a plus du tout les mêmes conversations dans les médias, sur la pop culture, sur la manière dont on représente les femmes, le sexe et aussi l'abus masculin envers les femmes et les violences sexistes envers les femmes. Je comprends en fait qu'on voit un petit peu maintenant ce film comme un film pré-MeToo, avant l'heure, mais qui avait déjà beaucoup de choses à dire sur la manière dont les femmes sont soumises à certaines attentes. Je ne sais pas ce que toi, tu penses de cette réévaluation. Je pense que peut-être tu avais des attentes trop élevées. Enfin, comme je t'avais déjà un petit peu mis sur cette voie-là, tu t'attendais à quelque chose d'encore plus féministe. Oui, et puis ce qui est surprenant quand même, après, je pense qu'il y a une différence entre le ciné et les séries dans l'univers de la critique, parce que historiquement, les critiques séries ont toujours été beaucoup plus féminines que les critiques ciné. Enfin, l'univers de la critique ciné a toujours été beaucoup plus masculin. Mais par exemple, Buffy avait un propos à la fois, jouait justement sur ce paradoxe entre la bimbo qui en fait est beaucoup plus menaçante que ce qui n'y paraît, et le côté subversif justement de voir une lycéenne qui est sexualisée mais qui en même temps peut avoir son autonomie et avoir un commentaire sur le sexe ou des choses comme ça, et avoir un propos très féministe, et c'était déjà perçu à l'époque, même s'il y avait toujours eu quelque chose sur le côté superficiel ou des choses comme ça, de gens qui connaissaient pas vraiment. Mais je pense que oui, l'univers de la critique ciné est tellement différent que Jennifer's Body a été perçu, et il y avait un mépris vraiment. Megan Fox, comme tu l'as dit, était associée tellement à l'image d'une bimbo que je pense que le mépris naît de là aussi. Il y avait Roger Ebert qui avait mis que c'était Twilight pour les garçons. Quand on voit le film, c'est vrai qu'on se demande un peu ce qui est censé être émoustillant pour un garçon. Ils se font tous bouffer. C'est clair. Mais en fait, et pas de façon fun ou sexy. Hein. Parce que parfois, on peut manger les garçons de manière sexy, mais c'est vraiment pas le cas. Non, mais là, c'est vraiment... franchement, je pense qu'aucun mec regarde ça et se dit « Ouais, super, faisons ça. » Mais en fait, je comprends la réévaluation après MeToo. Après, je pense que c'est un film qui a plein de bonnes idées. Les répliques, je les trouve sympas. Enfin, je les trouve assez dynamiques. C'est vrai que c'est très écrit, mais pour moi, ça fonctionne, c'est marrant. Et c'est un film qui touche à plein de trucs de façon assez intéressante. L'amitié féminine, il y a aussi le fait que Needy, par exemple, elle comprend très vite que Jennifer... il y a quelque chose qui va pas, que c'est elle sûrement la source des problèmes et tout ça. Et en fait, dès qu'elle en parle à quelqu'un et surtout à son mec, il lui dit qu'elle est folle. Et donc, ce genre de choses aussi, il y a tout un propos là-dessus. Mais je trouve que le film manque un peu de structure et ne tire pas les fils assez loin, quoi. Et donc, souvent, en regardant le film, je me demande ce qu'il essaie vraiment de dire sur ces choses. Je vois qu'il essaie de dire quelque chose et je trouve ça intéressant. Mais je suis pas sûre qu'il y parvienne toujours, quoi. Je suis complètement d'accord, et je pense que c'est vrai qu'il y a des fans de Jennifer's Body qui aimeront peut-être pas qu'on dise ça, parce que je sais que c'est vraiment un film cultissime pour plein de gens. C'est aussi pour ça que je l'avais pas mis dans la liste au départ des films que je voulais te montrer, parce que je l'avais pas particulièrement aimé la première fois que je l'avais vu, et j'avais trouvé que c'était un peu faible par rapport à son statut culte. Et je trouvais effectivement qu'il y avait des moments de creux dans le film, que sur le côté horrifique, on n'avait pas peur, et qu'en dehors de cette scène dans la cuisine avec le vomi, tout ça, il y a un peu de gore sympa, mais globalement c'est quand même assez faible.
faible. Et je pense que tu as très bien défini le truc, c'est-à-dire que Diablo Cody et Karine Kusama en ont parlé toutes les deux. Elles ont eu envie de faire plein de choses. Et je pense que déjà, il est possible qu'elles aient été freinées aussi dans la production. On sait qu'elles ont exprimé une certaine rancœur par rapport au marketing, par exemple, du film. Et c'est possible aussi que pendant la production du film, on les ait coupées dans leur élan sur certains trucs. Mais Diablo Cody et Karine Kusama ont toutes les deux dit qu'elles voulaient faire à la fois un petit peu un film d'horreur et un petit peu une teen comédie et un petit peu juste une satire sur l'adolescence, mais jamais vraiment tout ça, et que ce soit aussi beaucoup plus complexe que ça. Et je pense qu'en fait, il y a énormément d'ambition dans le film, mais que quand tu ramènes tout ça sur un film d'1h40 qui est censé être une teen comédie avec Megan Fox, qui a donc été vendue comme un truc très léger, en fait, qui va peut-être pas aller très loin dans le propos, bah, on se retrouve avec un film comme ça. Et moi, en fait, plus je le vois, plus je trouve quand même qu'il y a plein de choses que tu as mentionnées, effectivement, sur le fait que Needy, elle est considérée comme folle. Elle est même, on commence le film, elle est internée, en fait, dans une institution psychiatrique. C'est parce qu'on la surprend à la fin en train de tuer sa meilleure amie. Voilà, c'est ça. Mais même là-dessus, en fait, c'est-à-dire qu'il y a, ça va jusqu'au bout de l'idée de, elle a une perception qui est très fine sur ce qui est en train de se produire, et on va l'interner. Donc il y a plein de choses que je trouve très intéressantes, mais c'est vrai que le film et pas toujours très abouti sur la structure et sur la partie horrifique. Moi, je trouve que la deuxième partie, on s'embête un petit peu parfois. Ouais, il y a des longueurs. Ouais, et parce qu'on sent qu'elles sont plus justement à essayer de réfléchir à comment aller d'un point A à un point B dans l'intrigue plutôt que de rendre ça fun. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, on comprend très vite, c'est vrai que moi, le Twilight pour les garçons, je comprends pas, parce que dès le début du film, on comprend quand même qu'il va y avoir un propos féministe fort, et ça devient d'autant plus clair à la fin, quand on comprend ce qui est arrivé à Jennifer, puisqu'en fait, il y a une espèce de reveal à la fin. On sait pas exactement ce qui s'est produit dans ce van quand elle est partie avec le groupe de musique. Enfin, on se doute quand même. Mais moi, j'avais dit... Oui, parce que toi, tu es trop forte, Marie. Tu devines tout à l'avance. Mais en fait, est-ce que tu veux expliquer quelle est cette révélation à la fin ? Elle révèle qu'elle a été emmenée dans les bois, qu'ils l'ont attachée, et qu'en gros, ils ont fait un rituel satanique, donc parce qu'ils voulaient devenir célèbres. Ils disent, est-ce que tu veux être un loser ou est-ce que tu veux être riche et cool comme le mec de Maroon 5 ? Ce qui est aussi une réplique qui, d'année en année, gagne encore plus, je trouve, en humour. Donc vraiment, moi, je la trouve géniale, cette réplique. Et donc, pour devenir aussi connu que le mec de Maroon 5, remarque, désolée, mais t'as une petite culotte Maroon 5 que tu traites depuis la 5e. Moi, je m'identifie tellement parce que vraiment, en 5e, j'étais à Toulousaine, je suis allée à Paris exprès pour voir Maroon 5. J'ai acheté la petite culotte, le t-shirt, le poster, le DVD. J'ai pris 350 photos avec mon petit appareil numérique pendant tout le concert. Et donc, clairement, alors en 2009, je crois que j'étais déjà passée à autre chose. Mais non, mais eux, ils veulent avoir des petites Anaïs qui viennent acheter. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très fin sur ce qui peut susciter une certaine passion adolescente. Du coup, ils sont prêts à faire un rituel satanique pour avoir des fans pareils. Et donc, alors que moi, il n'y avait pas besoin, clairement. Et donc, ils attachent Jennifer dans la forêt. Ils lui demandent encore si elle est vierge et elle dit oui. Alors, à ce moment-là, je suis là, mais elles sont bêtes. Enfin, je me dis, à ce moment-là, tu dis, bah non, désolée, je suis pas vierge. Enfin, je vois ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez vraiment que je sois vierge et vous êtes sur le point de me tuer. Je suis pas vierge. Ouais, c'est ça. Mais en fait, elle pense que c'est l'inverse. Elle pense qu'ils veulent vraiment quelqu'un d'expérimenté. Et donc, elle dit, ah non, vraiment, le sexe, je sais pas, je connais pas, je sais pas comment faire. Et donc, forcément, ça se finit mal. Ils la poignardent tous. Enfin, ils font un sacrifice. Sauf que, alors après, parce que Needy fait des recherches au CDI, il y a une rubrique apparemment paranormale où il y a genre au moins 5 ou 6 livres de paranormal dans leur CDI. Ouais. Avec un chapitre entier sur que se passe-t-il quand votre meilleure copine revient des bois et qu'elle se met à manger tout le monde. Donc, c'est hyper pratique. Vraiment, la sélection documentaire. Elle est vraiment tip-top. Ouais. Non, et du coup, il y a une partie où c'est qu'est-ce qui se passe quand on pense sacrifier une vierge, mais qu'elle n'est pas vraiment vierge. Et en fait, du coup, le démon prend possession de son corps. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et après, elle le raconte aussi à Needy. Elle lui dit, voilà ce qui s'est passé. Donc, clairement, il y a aussi une métaphore sur le viol. Enfin, je lisais des analyses féministes de l'œuvre qui disaient que c'était un rape and revenge sans le viol, en fait. Et il y a vraiment cette sensation, c'est sûr, c'est assez clair dans le film. Et c'est pour ça que je voulais te le montrer aussi, parce que j'ai hésité à plusieurs reprises à te montrer un rape and revenge pendant notre saison d'amis, parce que c'est un sous-genre qui est vraiment très très riche dans l'horreur et qui a du très bon et du très mauvais.
J'ai pas réussi à le faire. Et celui-là, en fait, ouais, je trouve que c'est très intéressant qu'en fait, la question du viol soit omniprésente dans la manière dont c'est écrit et joué et raconté. Mais en même temps, il n'y a pas de viol dans le film. Et on peut trouver ça assez bénéfique pour un public féminin qui en a peut-être justement un petit peu marre de voir des filles se faire violer dans les films d'horreur avant qu'on puisse les voir prendre leur revanche. Là, elle prend sa revanche sans avoir eu à subir ce viol-là. Bon, après, elle a été multi-poignardée. Ce qui est quand même pas très fun. Voilà, c'était pas hyper cool non plus. Mais ouais, moi je trouve que c'est un des aspects les plus intéressants du film en fait. Et enfin, je sais pas, est-ce que tu vois quand même s'il y a des choses qui t'ont pas trop parlé dans le film, tu vois pourquoi c'est culte quand même? Oui, oui, bien sûr. Bah oui, oui. Puis je pense qu'il y a un côté. Enfin, de toute façon, les films cultes d'horreur. Ou les films, les teen movies cultes, c'est souvent des films qui sont imparfaits aussi. C'est-à-dire qu'on aime bien justement, on en parlait tout à l'heure entre nous, mais on aime bien les redécouvrir et découvrir de plus en plus d'aspects à chaque revisionnage. Donc je comprends totalement parce qu'il y a un côté, et puis en le voyant une deuxième fois, je l'ai plus apprécié parce que du coup j'étais moins surprise par le rythme, par certains choix ou des choses comme ça. Et franchement, il y a tellement de répliques marrantes. Et puis voir Megan Fox bouffer des mecs, c'est quand même marrant aussi. Donc je comprends le statut culte totalement, mais parce qu'il y a un côté camp aussi, quoi. Ouais. Pour moi, honnêtement, Jennifer, c'est un petit peu une icône féministe. C'est vrai que c'est quelque chose qui est devenu très galvaudé en fait aujourd'hui, où je pense qu'on a tendance à justement aller un petit peu dans la caricature féministe très facilement et dire bon bah voilà, c'est une meuf qui bouffe des hommes, donc ok, est-ce que juste ça c'est féministe? Mais je trouve que dans le film, en fait, ça va quand même un petit peu plus loin que ça. Et on s'attend pas à ce que ça vienne d'un personnage comme ça, qui est justement un personnage de bimbo, qui est censé être un petit peu tout le temps la tête en l'air, pas forcément hyper intelligente ou bonne en cours. Mais on sent qu'elle a une vision quand même déjà très précise des hommes et de la manière dont elle peut utiliser son corps et son pouvoir de séduction. Tout de suite, elle dit à Needy, non mais tu te rends pas compte, t'as des seins en fait, donc t'es la meuf la plus puissante de la pièce. Elle lui dit ça pendant la scène du concert. Oui, après, ce qui est ironique, c'est qu'elle lui dit ça et juste après, elle va enfin, c'est-à-dire que c'est pas la meuf la plus puissante de la pièce au final. Même si elle a des seins et que ça la rend puissante, elle va quand même se faire abuser et poignarder par un groupe de mecs. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois, elle a déjà une énorme assurance sur son corps et la manière dont elle peut l'utiliser, et elle a une vision de ça, mais ça va quand même pas la protéger. Et donc, je trouve que ça va au-delà du cliché, justement, d'une femme badass qui serait tout le temps en train de dire ouais, je suis une séductrice, je vais utiliser ça pour choper tous les mecs, alors qu'en fait, elle se retrouve quand même victime à un moment, mais elle va prendre sa revanche par la suite. Moi, je trouve ça plutôt cool. Et puis, il y a aussi un moment où elle dit que, bon, alors ça, on peut être d'accord ou pas, mais elle dit que le syndrome prémenstruel n'existe pas et que ça a été inventé par une industrie gérée par les garçons pour nous faire passer pour folles. Et franchement, moi, je le vis tous les mois et il existe. Voilà, c'est ça. On peut être en opposition avec elle, mais je trouve que cette réplique est très, très bien aussi. Et c'est là qu'on sent tout l'humour un petit peu acéré de Diablo Cody, que moi, j'aime bien, en fait. Enfin, je sais pas ce que t'en penses de l'écriture qui est justement très cadrée avec énormément de répliques qui font pas du tout naturelles, mais moi j'aime bien, enfin je trouve c'est ce que j'aime dans Buffy aussi. Oui, non, moi franchement les répliques c'est le meilleur aspect du film et j'aime bien aussi, il y a un truc qu'on retrouve dans Young Adult, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est le film suivant qu'a fait Diablo Cody, qu'elle a fait avec Charlize Theron. Il y a un côté hyper antipathique dans son personnage féminin principal, bon pas dans Needy mais dans Jennifer, et c'est un personnage féminin qui manque énormément d'empathie, qui ne sait pas, n'a pas envie de montrer des émotions, qui n'a aucune douceur, et dans cet aspect-là, je trouve ça assez réjouissant et subversif, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ouais, il y a un truc aussi qui est très bien fait dans ce scénario-là et qu'on a pu retrouver dans d'autres œuvres ados vraiment cultes, c'est l'invention d'un langage adolescent. On sait qu'on utilise tous, voilà, surtout au collège, au lycée, beaucoup d'argot un petit peu absurde. Et elle, en fait, elle a inventé plein d'expressions pour ce film. Ça donne un ton très particulier au film. Il y a un moment où, par exemple, elle est en train de parler à un mec qu'elle s'apprête à bouffer et il lui parle un peu trop de ses sentiments, tout ça, et elle en a marre, elle veut qu'il se la ferme. Et au lieu de lui dire shut up, elle lui dit shut is, de manière un petit peu cute, un petit peu mignonne. À un moment aussi, il y en a un autre qu'elle s'apprête à bouffer. Elle lui dit you give me such a wetty, donc pour lui dire que voilà, enfin je sais pas si j'ai besoin de traduire ou pas, voilà, mais qu'elle est très excitée. Et je trouve qu'en fait il y a plein de très bonnes trouvailles comme ça qui expliquent aussi le statut culte du film, parce que c'est des répliques que j'ai immédiatement envie de reprendre et d'utiliser dans la vie courante. Excuse-moi, je fais ce que je veux. Et en fait ça c'est quelque chose qu'on avait déjà dans Buffy, où il y a eu pas mal, il y a même eu un livre qui a été écrit sur l'argot qui a été inventé par Joss Whedon et ses scénaristes pour Buffy. Et dans
Clueless. Clueless qui est un film de 95, donc qui prédate même Buffy. Et la scénariste qui a écrit Clueless avait même était allée en immersion dans des lycées de Los Angeles pour voir un peu comment les ados parlaient. Et a créé tout un langage vraiment propre à Clueless qui est rentré après dans le langage courant et qu'il y a des expressions qui aujourd'hui sont dans le langage courant de l'anglais américain qui viennent du film, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve en tout cas dans les bonnes œuvres teen. Je pense que c'est toujours un bon signe quand les scénaristes qui n'ont pas cet âge-là essayent quand même de comprendre ce que ça fait d'être un ado. Et d'ailleurs, le teen movie, c'est un petit peu ta spécialité, en tout cas plus que la mienne, même si c'est vrai qu'on en a quelques-uns en commun qu'on aime beaucoup. Est-ce que tu penses que Jennifer's Body, c'est un bon teen movie ? Je pense que c'est un meilleur teen movie qu'un film d'horreur. Parce que je pense que ça a justement les codes du genre du teen movie où les teen movies en général, c'est très écrit, justement. Il y a beaucoup de répliques marrantes et assez cultes. Les bons teen movies, en tout cas. Et il y a les bonnes dynamiques. En fait, je trouve que ça s'intéresse à des sujets et ça arrive de façon fun à parler de sujets un peu plus sérieux sur l'adolescence, comme l'amitié féminine ou des choses comme ça, ou la sexualité. Pour le coup, c'est pas mon teen movie préféré du tout, mais je pense que c'est un bon teen movie. Il y a aussi un truc que je trouve assez intéressant dans le film, c'est pas une des thématiques les plus importantes, ça va vraiment plutôt être la sexualité adolescente, mais il y a quand même tout un discours sur la jeunesse américaine post-11 septembre, avec cet incendie au début qui est un petit peu le drame qui va être constitutif de l'identité de la ville. Et d'ailleurs, la chanson pourrie de Adam Brody va devenir un peu l'hymne de la ville qui repasse à chaque fois, qui passe à la radio, même Needy, elle en peut plus. Ils sont invités pour faire des espèces de concerts hommages. Et comme il y a plein de mecs qui se mettent à mourir après puisqu'ils sont bouffés par Jennifer, il y a un moment où Needy explique que le trauma est un peu devenu l'identité centrale de la ville et du lycée et que c'est limite devenu une habitude, c'est-à-dire qu'ils deviennent de moins en moins sensibles à toutes les horreurs qui se produisent dans le lycée. Et on sent qu'il y a quelque chose de très très fort sur cette jeunesse américaine qui a subi, alors il y avait eu Columbine, il y a eu le 11 septembre et qui maintenant subit en fait des fusillades de masse de manière hyper fréquente. Et c'est quelque chose que même nous, on observe en fait de loin en se disant que il y a plein de gamins qui grandissent en devant passer des portiques et apprendre comment se cacher sous les tables si jamais il y a une fusillade dans l'école. Et ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Enfin, il y a un petit côté satirique dans le film qui fonctionne bien. Ils ont même un cocktail dans le bar qui brûle. Ils ont un shot bleu, blanc, rouge qui est le shot hommage au 11 septembre, aux victimes du 11 septembre. C'est leur, donc bon, c'est assez dark, mais c'est très marrant. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que tu as une réplique préférée dans Jennifer's Body ? Moi, j'en ai noté tellement. En fait, moi, j'en avais noté que 2. On les a déjà mentionnés. Donc, non, moi, j'avais noté celle qui m'a fait rire. C'était je suis plus vierge, même plus vierge par la porte de derrière, de Jennifer. Et they have this really awesome 9/11 tribute shooter. Donc, le tribute, ouais. Mais surtout, ce qui est très drôle, c'est ce qui arrive après, c'est-à-dire qu'elle revient et donc en fait, c'est 2 shots les uns à côté des autres, comme les tours. Et elle dit « Oh non, la tour 1 est pas assez remplie ». C'est vraiment hyper dark. Mais c'est quand même très très bien trouvé. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est quand, je crois que c'est Jennifer qui décrit le groupe de rock, et quand elle explique tout ce qui lui est arrivé, le fait qu'elle s'est fait poignarder, etc. Et elle dit, en gros, c'est comme des agents de Satan, sauf qu'ils ont des super coupes de cheveux. Ah oui, une qui est géniale, et ça, ce qui est vraiment une insulte. Donc à la fin, on n'a pas raconté la fin, mais en gros, Needy et Jennifer s'affrontent, puisque Needy comprend que Jennifer est possédée par un démon et elle veut essayer de l'exorciser, en fait. Ça se passe pas vraiment comme prévu, et en fait, elle s'insulte, et donc ça devient une dispute amicale assez intense. Et Needy lui dit, à l'époque où tu étais encore populaire et que tu n'avais pas besoin de laxatif pour rester mince. Je trouve ça hyper violent. Et d'ailleurs, c'est le moment où Jennifer pète un câble et lui dit « Je vais manger ton âme et la chier ». Donc c'est quand même vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est très bien écrit. Je suis désolée, mais c'est le genre de réplique que j'aime. Merci Marie. Merci Anaïs. Merci au NIF de nous avoir invités et merci au public du festival d'être venu nous voir. On est vraiment ravis d'avoir passé ce moment avec vous. On est toujours très très contente de pouvoir rencontrer des gens qui nous écoutent au quotidien et de ne pas être juste derrière notre petit micro dans le studio. Donc voilà, vraiment merci à vous. Si vous voulez voir ou revoir Jennifer's Body, le film est disponible en streaming sur Disney+. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Oui, tout à fait.
N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre autre podcast PIC TV, dans lequel on analyse l'actualité des séries. Si ce n'est pas déjà fait, vraiment, qu'attendez-vous? Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très vite pour notre hors-série de l'été sur la série Bridgerton. Et puis on se retrouvera aussi à la rentrée avec une toute nouvelle saison dont on vous parlera un petit peu plus tard. On conserve encore le suspense. Merci beaucoup.